Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on traite l'item 349 sur le syndrome occlusif. On est parti dans le collège de gastro-entérologie. On va suivre un peu tout ça, on reprend l'histoire, vous allez voir la majorité des informations, des parallèles à faire, ils se trouvent au début de l'histoire. Ensuite, on avance un petit peu dans le scénario avec un peu de description, vous allez voir, ça permet de visualiser un peu. Mais en tout cas, les informations médicales, elles sont vraiment sur la première partie de l'histoire, à vous d'essayer de les retrouver. Et ensuite, on se retrouve pour la traduction médicale. À tout de suite. Le groupe arriva finalement près du camp de Parar. Ils se trouvaient sur les bords de rive et protégeaient l'énorme bouchon qu'ils avaient créé pour bloquer le fleuve. Ce bouchon était situé très haut sur le circuit du cours d'eau, presque à la jonction du Grand Lac. Et derrière, on voyait déjà l'impact de l'arrêt de l'eau. Cela faisait presque 3 jours déjà que le fleuve était à sec et on voyait la faune se dessécher et la terre vidée de toute trace d'eau. Plus ils se rapprochaient, plus ils voyaient les détails, les impacts de ce bouchon. Il bloquait absolument tout, rien ne pouvait passer, pas la moindre goutte d'eau, pas le moindre courant d'air. Ce blocage impactait également le Grand Lac qui avait perdu une voie d'évacuation. Le niveau d'eau avait monté, le lac avait grossi. À certains endroits, la rive commençait à se déformer par la pression de l'eau qui avait augmenté. Et évidemment, l'eau ne s'écoulait plus et n'irriguait plus le royaume. Finalement, tout le pays était en détresse suite à cette intervention des Parares. En voyant cette scène, il n'y avait plus aucun doute. C'était une urgence, il fallait agir vite. La falle du fleuve était tout simplement en train de mourir tandis que l'amont subissait les conséquences de ce blocage. Mais les Parares s'étaient très bien organisés. Ils avaient construit leur camp des deux côtés du bouchon, en avant et en arrière, avec une grande passerelle passant au-dessus pour pouvoir relier les deux côtés. Ils étaient prêts à recevoir une attaque de tous les fronts. Ainsi, ils avaient posté une grande catapulte de chaque côté afin d'accueillir les assaillants comme il se doit. Pearl en avait déjà fait les frais. Et derrière les catapultes s'étendaient les palissades en bois pour bloquer les assauts. Cette disposition prouvait à elle seule que même si le bouchon était très récent, il s'agissait d'un plan qui avait mis du temps à se mettre en place. Cela devait faire plusieurs semaines qu'ils avaient commencé à préparer leur plan d'action. La question se posait de savoir pourquoi personne n'avait réagi. Le doyen du pays n'a absolument rien fait alors qu'il était forcément au courant que quelque chose était en train de se passer. Finalement, ils n'étaient plus qu'à une dizaine de mètres de la fortification lorsqu'ils entendirent des sons de corps jaillir de derrière les palissades. Les deux grandes portes face à eux s'ouvrirent. Des dizaines de Parares sortirent. Médicis pointa du doigt le haut du bouchon, là où la passerelle faisait le lien entre les deux rives. Celles-ci s'étaient gorgées d'archers, ayant sorti leurs armes, prêts à lancer un déluge de flèches. Le regard revenant sur la muraille face à eux, ils faisaient désormais face à des centaines de Parares, armés d'épées, de lances et d'albardes. Ils n'avaient jamais vu autant d'ennemis en un seul endroit. Finalement, un amiral se plaça en première ligne. Les deux groupes se regardaient. L'un semblait organisé, préparé, avec un désir de vengeance, tandis que l'autre était en infériorité numérique et fatigué des combats récents. Mais l'affrontement était inévitable. Les Parares n'avaient qu'une chose en tête, venger la défaite de leur commandant, Wells. Fin de cette partie histoire. Est-ce que vous avez réussi à voir les petits détails, les petits parallèles à retrouver? On va voir ça. On parle du syndrome occlusif. Pour rappel, aujourd'hui c'est syndrome occlusif. Et donc, je vais revenir dessus plus tard, mais quand on est devant un syndrome occlusif, il y a 3 questions à se poser. Est-ce qu'on retrouve des signes de choc ou de souffrance intestinale? À quel niveau anatomique se trouve l'occlusion? Et quel est le mécanisme de l'occlusion? Ça, c'est trois questions à se poser et on va les développer au fur et à mesure de la suite de l'épisode. Mais là, on peut déjà faire le premier parallèle. L'occlusion, dans l'histoire, elle est haute. Donc ça, c'est son niveau anatomique. Elle est presque au niveau du lac en amont. Son mécanisme, c'est obstructif. Et il y a des signes de souffrance parce que tout se dessèche autour. Le pays est en train de mourir. Là, on a déjà répondu à ces 3 questions, mais on va détailler un peu plus. Mais on commence par parler du diagnostic de ce syndrome occlusif. Le signe clinique le plus spécifique, c'est l'arrêt des gaz. Ça, c'est marqué par le fait qu'aucun liquide, pas le moindre courant d'air ne passe le bouchon. Après, il y a aussi d'autres signes qui sont moins spécifiques, mais qui sont quand même fréquents, comme la douleur abdominale, l'arrêt des matières, la constipation très sévère, les nausées ou les vomissements, le météorisme abdominal.
Juste pour détailler, le météorisme abdominal, c'est une conséquence de l'arrêt des gaz. Vu que les gaz peuvent plus sortir, ils vont s'accumuler dans l'abdomen et ça va créer un gonflement de cet abdomen. C'est un peu comme le lac qui grossit parce qu'il n'arrive plus à évacuer l'eau. Ces autres signes sont moins spécifiques, d'autant plus qu'ils peuvent être tardifs et sont aussi variables par rapport à la localisation de l'occlusion. Ça, on le verra un peu plus tard. Mais par exemple, si on a une occlusion qui est plutôt haute, on va d'abord avoir des selles conservées parce qu'on va avoir une vidange de la zone en dessous de l'occlusion. Parce que si l'occlusion est haute, on va quand même avoir les selles de tout ce qui est en dessous et du coup, l'arrêt des selles va être retardé. Ensuite, on peut aussi chercher des signes de retentissement de l'occlusion. Ça, j'ai mis 5 signes qui sont importants à retrouver. C'est notamment la déshydratation, la tachycardie, la fièvre, les troubles hydroélectrolytiques et une insuffisance rénale. Ça, c'est des signes de retentissement qu'on peut retrouver. Et donc, pour rechercher ces signes et faire le diagnostic, il faut faire un examen clinique complet de l'abdomen. On va y aller étape par étape. Déjà, à l'inspection, on va chercher le météorisme, donc le gonflement de l'abdomen, et des cicatrices abdominales. Parce que je prends un peu d'avance sur l'épisode, mais souvent, il y a certains mécanismes obstructifs qui ont lieu plus souvent suite à une chirurgie. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. À la percussion, là, on va chercher un tympanisme. Puisque l'abdomen, il est rempli de gaz, forcément, c'est tympanique. Ensuite, à la palpation, on va vouloir retrouver peut-être des hernies par la pression des gaz, entre autres dans l'abdomen. Ça, c'est comme les déformations des rives. Vu qu'il y a plus de pression de l'eau dans le lac, ça va déformer les rives, ça forme des hernies. Et enfin, à l'auscultation, là, on va pouvoir entendre des bruits hydroaériques. Et aussi, petit point, au toucher rectal, on va aussi chercher des anomalies potentiellement. Et donc, comme je le disais, à chaque étape de l'examen clinique, on peut retrouver certains signes. C'est pour ça qu'il faut faire un examen clinique complet. En termes d'imagerie, l'examen de référence, c'est le scanner. Donc sur l'image, on verra une jonction entre un intestin dilaté et un intestin collabé. Et ça, on peut prendre le même parallèle que pour le météorisme. C'est le lac qui grossit en aval, puisqu'il peut plus sortir, ça va grossir au-dessus. Et c'est au niveau de cette jonction que va se situer l'occlusion. On peut aussi faire un scanner injecté pour rechercher des signes de retentissement de l'occlusion. Et si on parle un peu plus d'étiologie maintenant. Le syndrome occlusif, il a deux causes majeures. Soit il y a un obstacle mécanique dans le tube digestif, soit il y a une paralysie du péristatisme intestinal. Pour l'obstacle, on va plutôt parler d'occlusion mécanique, alors que pour la paralysie du péristatisme, on va plutôt parler d'occlusion fonctionnelle. Et donc là, dans notre histoire, on est sur une occlusion mécanique. Au niveau mécanique, on commence par ça. Le plus souvent, on va avoir une strangulation sur bride, ça c'est le cas le plus fréquent, ou une occlusion par un cancer digestif par exemple. Dans tous les cas, une occlusion mécanique c'est une urgence chirurgicale. Même s'il n'y a pas toujours besoin d'une chirurgie, on part du principe que c'est une urgence chirurgicale. Et si je fais une aparté sur la strangulation, donc ça c'est vraiment une urgence thérapeutique pour le coup, parce que le segment intestinal qui est concerné par cette strangulation, il y a un risque de nécrose. On va avoir une douleur vive et des vomissements qui sont précoces. Et en plus, si on parle de strangulation sur bride, c'est assez rare qu'elle soit spontanée. Et souvent, elle fait suite à une intervention chirurgicale, même si c'est des années plus tard. Et c'est pour ça qu'on cherche les fameuses cicatrices abdominales à l'inspection, comme j'évoquais tout à l'heure. Souvent, c'est suite à une intervention chirurgicale. Les occlusions fonctionnelles, elles touchent souvent à la fois le grêle et le côlon, avec les niveaux liquides, qu'on verra sur l'imagerie, au niveau de la zone pathologique. Et ça, on va vouloir traiter la cause, forcément. Si on s'intéresse un peu au siège de l'occlusion, on peut avoir une origine haute. Dans ce cas-là, on va avoir des symptômes fonctionnels qui vont être importants, donc beaucoup de vomissements, mais avec un arrêt des matières qui va être retardé. Parce qu'il faut le temps de vidanger tout ce qui est en aval, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et il y aura un faible météorisme abdominal. Pour une origine basse, on aura un arrêt précoce des matières, et au contraire, ce seront les vomissements qui seront retardés. Les douleurs, elles vont être moins intenses que pour une origine haute, et par contre, on aura un gros météorisme abdominal.
En fait, vraiment une occlusion d'origine basse, c'est l'inverse d'une occlusion d'origine haute. Et je reviens un petit peu en arrière pour parler des occlusions par obstruction, parce qu'il y a aussi des points importants. Souvent, quand on a une obstruction, l'obstacle il s'est développé progressivement. Donc on va retrouver une phase préocclusive dans l'occlusion par obstruction. Si l'occlusion se situe au niveau de l'intestin grêle, on va parler du syndrome de Koenig, avec des douleurs abdominales migratrices déclenchées par les repas, puis une sensation de gargouillement, et potentiellement on peut aussi retrouver une diarrhée brutale. Ça, c'est la phase préocclusive. Et si l'obstacle est au niveau du côlon, on aura aussi une phase préocclusive, avec notamment un ralentissement du transit et une constipation. Bon, on passe à la suite. Comme je l'ai déjà mentionné, il y a des complications et des retentissements à cette occlusion, et je reviens dessus, déshydratation, tachycardie, fièvre, troubles hydroélectrolytiques, insuffisance rénale. Il va donc bien falloir monitorer les patients occlus et les suivre biologiquement pour rechercher les retentissements. Et une occlusion, ça peut aussi entraîner une ischémie, donc une nécrose, et ça, c'est aussi important de la suivre. Et ça, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est le royaume entier qui se dessèche, qui meurt parce qu'il n'y a plus l'afflux du fleuve. Bon, là, j'avoue, j'ai un peu généralisé. Le royaume entier, ça fait beaucoup, c'est plutôt le territoire intestinal qui va se nécroser. Et en termes de prise en charge, on va faire l'examen clinique, l'imagerie, et si jamais on trouve des signes de souffrance intestinale, là c'est vraiment une urgence chirurgicale. Et sinon, selon la gravité et la localisation, on peut passer par la chirurgie, la surveillance ou un scanner injecté après lavement, dans le but de faire une endoscopie. Et donc, maintenant qu'on a fait le point sur l'origine des occlusions, sur la différence entre obstructif et fonctionnel, on peut revenir sur nos 3 questions initiales. À quel niveau anatomique se trouve l'occlusion? Haut ou bas? Donc pour ça, on va regarder les symptômes, dans quel ordre ils arrivent, quel est son mécanisme, est-ce que c'est obstructif, est-ce que c'est fonctionnel, et est-ce qu'il y a des signes de choc ou de souffrance intestinale? Et ça va notamment nous orienter sur la prise en charge et à quel point on est sur une urgence chirurgicale. Et voilà, avec ça, on a fait le tour. On a fait le tour du syndrome occlusif. Je pense avoir été assez complet sur ce chapitre. J'ai l'impression d'avoir été un peu décousu. J'espère que c'est pas trop le cas. J'espère que vous avez réussi à suivre et à vraiment comprendre les points principaux. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode et je vous souhaite de bonnes révisions.